sommes aujourd'hui le 1er août 2023, 63 ans déjà que le Bénin a accédé à sa souveraineté nationale et internationale. Eh bien, 63 ans après, quelle place occupent les femmes dans les instances de prise de décision? Nous allons discuter de cette problématique aujourd'hui dans ce plateau spécial Gulf TV Africa dédié aux femmes. Selon de récentes statistiques du PNUD, le nombre de femmes dans les instances de prise de décision demeure faible. Sur un total de 1658 postes de responsabilité dans l'administration, à peine 154 sont occupés par des femmes, soit un pourcentage de 9,3%. C'était en 2021 et la tendance reste la même à ce jour. Et là encore, la question de catégorie se pose. Elles sont de catégorie A ou de catégorie B, à raison de 51, soit 98% pour la catégorie A et 3, soit 2% pour la catégorie B. Pourtant, des femmes, aussi bien que les hommes, sont instruites depuis plusieurs années. Que se passe-t-il réellement? Où en sommes-nous 63 ans après l'accession du Bénin à la souveraineté nationale et internationale? Ce sont donc les préoccupations, comme je vous le disais, que nous allons aborder sur ce plateau spécial dédié aux femmes sur Gulf TV Africa. Deux femmes, évidemment, sont présentes sur ce plateau pour aborder le sujet. Evelyne Kenom est journaliste, juriste, chercheur à l'université d'Abomey-Calavi. Bonjour à vous. Bonjour madame la journaliste, bonjour aux Béninoises et aux Béninois. Et bonne fête de l'indépendance à toutes et à tous. Nous avons également dans ce studio Ariane Haïté Asavedo. Elle est socio-anthropologue, juriste de famille. Bonjour à vous également. Bonjour ma chère. Première préoccupation, Madame Kenom, c'est avec vous que nous allons commencer. Les femmes dans les instances de prise de décision au Bénin, à la date d'aujourd'hui, quel est l'état des lieux? Merci madame la journaliste. Avant d'en arriver à ce jour, il me plaît de faire une petite incursion dans le passé pour rappeler que la présence des femmes dans les sphères de prise de décision au Bénin ne date pas d'aujourd'hui. Dans le Dahomey d'hier, déjà dans le royaume de Niki, il y avait la reine-mère qui détenait une place de choix. Également, vers le centre du pays, dans le royaume du Dahomey, c'était pareil. La mère du roi était une conseillère vénérée qui était reconnue comme telle et qui était très écoutée dans la royauté. De la même manière, l'histoire nous enseigne que des femmes guerrières ont marqué ce pays, en l'occurrence le Dahomey. En 1863, l'armée du roi Guézo comptait déjà 4000 femmes guerrières, celles qu'on appelle les Agodiers ou les Amazones. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? En 1894, avec l'abdication du roi Béhanzin, le colon français a pris possession du pays et a régné jusqu'en 1960, où nous avons acquis l'indépendance. Et donc, quand la colonisation s'est installée, toutes nos institutions traditionnelles, aussi bien celles dans lesquelles les femmes étaient que les autres dans lesquelles les femmes n'étaient pas très présentes, ont disparu. De 1894 à 1960, il y a eu donc la présence du colon qui a organisé la politique dans le pays à sa guise. Je vais faire un petit détour dans le pays du colon français pour voir que même l'accession des femmes au droit de vote qui leur conférait le statut d'électeur et également le statut de candidate, l'éligibilité et l'élection date seulement du 21 avril 1944 où un décret a été pris pour donner le droit de vote aux femmes en France. Et il a fallu attendre un an, c'est-à-dire le 29 avril 1945, pour que les femmes exercent pour la première fois dans l'histoire de la France le droit de vote. Lorsque vous
vous consultez un peu les écrits, même des écrits des écrivains du siècle des Lumières, le XVIIIe siècle en France, les Rousseau, les Hugo, Victor Hugo et autres, vous allez vous rendre compte que pour eux, la place de la femme est à la maison. Elle est là à préparer le repas, à tricoter, etc. Donc en réalité, l'éveil même de notre pays à la politique après la colonisation date de 1946. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, quand notre pays s'est éveillé à la politique avec la création du premier parti politique du pays, l'Union progressiste du Dahomey, dont les statuts ont été enregistrés au journal officiel en août 1946, il y a eu une première femme qui a adhéré et qui a milité dans ce parti politique. Parce que quand on parle d'instances de prise de décision, la première, à mon humble avis, c'est d'abord les partis politiques. Ce sont elles qui ont vocation à conquérir le pouvoir et à l'exercer. Et la première a donné l'exemple en la personne de Justine Béanzin. Et c'est par la suite que les femmes, en l'occurrence la première dame du président Hubert Koutoukoumaga, a organisé les femmes de 1961 à 65 pour les éveiller à la chose politique. Elle a le mérite d'avoir fait le tour de tout le pays. Mais en 1965, puisqu'il y a eu 14 changements de régime en 1960 et 72, entre 65 et 72, il n'y a pas eu une seule femme sur l'échiquier politique national. Et en 1960 et 72, le Bénin a connu 4 législatures. Aucune femme n'a été positionnée sur aucune liste des partis politiques dans cette période pour aller à l'Assemblée nationale. J'ai jugé utile de faire ce bref rappel historique pour montrer la scission entre la période coloniale et la période d'après-colonisation, mais également pour montrer qu'avant la colonisation, les femmes avaient quand même droit de citer dans notre société. Elles ont été des Amazones, des guerrières dont nous sommes les illustres descendantes. Elles étaient courageuses. Le chef de l'État a eu le mérite de louer leur bravoure et tout. Aujourd'hui, quelle est la situation? 22 membres du gouvernement, dont 5 portefeuilles, sont tenus par des femmes. On dira, oui, elles ne font pas 25% et tout. Elles sont quand même 5. 5 sur 22? Oui, on a 7 membres de la Cour constitutionnelle. 7 juges constitutionnels, dont 2 femmes. Ce n'est pas rien. Le ticket présidentiel était composé d'un homme et d'une femme. Et c'est cet homme-là qui est à la source de la réforme qui a amené le binôme à se présenter. Et cette femme était déjà députée suppléante d'un éminent membre du gouvernement. Et de l'autre côté, il y a l'Assemblée nationale. Enfin, 8 femmes à la faveur du mécanisme des sièges réservés. On n'a jamais connu ça dans ce pays. Quand vous consultez un peu l'évolution de la présence des femmes à l'Assemblée nationale de 1990 jusqu'à la veille de la réforme de la Constitution et du Code électoral qui a amené 28 femmes par les quotas et par le mécanisme des sièges réservés. Il y avait souvent sur 83 femmes, on en avait 3, 4, 5. Le record a été battu par une législature, je ne sais plus si c'est 2011-2015, qui a connu la présence de 7 femmes. Et 2 se sont rajoutées. Et c'est seulement par le jeu de la suppléance que cette seule fois-là, nous avons eu 9 femmes qui ont siégé à l'Assemblée nationale. Et donc, quelque part, quand on regarde tout ça, on se dit quand même que le Bénin est en train d'avancer. Personnellement, je pense que le tableau n'est même pas noir. Le tableau était au beige et est en train de tirer sérieusement vers le blanc. Madame Maïté Assavedo, est-ce que, selon vous, on peut se réjouir de cet état des lieux? Bon, d'abord, merci. Je voudrais profiter de l'occasion déjà pour saluer aussi les téléspectateurs et téléspectatrices. Saluer le président de la République, d'accord. Je profite également pour saluer la première dame, d'accord. Je veux nommer Madame Claudine Talon.
je ne finirai pas sans saluer non plus Madame Claudine Afiavi Prudencio, présidente du parti UDBN, dont je suis membre d'ailleurs. Je saluerai tout le monde de façon générale et je dirais bonne fête de l'indépendance. Par rapport à votre question, vous savez, cet état des lieux qu'a fait ma collègue, je dirais que ce n'est pas encore ça, mais nous avons quand même avancé. Il faut avoir le mérite de le dire. Nous avons avancé parce que si par exemple nous prenons les législatives, déjà dès le lendemain. Les législatives de 2023, vous voulez dire? Non, de façon générale. De façon générale, dès l'avènement de la démocratie, d'accord, en 91 déjà, les statistiques montraient seulement 4,69% de femmes. C'est ça. Et 7,32% en 95. Si nous évoluons un peu en 99, il y avait 6,2% de femmes, d'accord. En 2003, 7,23%. 2007, il y avait 7,23%. 9,63% en 2011, d'accord. 8,43% en 2015. 7,23% en 2019. Et donc, du coup, nous saluons particulièrement la mesure prise par l'actuel gouvernement à travers le président, d'accord, par rapport à cette loi discriminatoire de quota, ok, qui veut que 24 sièges soient exclusivement réservés, par exemple, aux femmes lors des dernières élections, ce que nous avons vécu, d'accord. On a vu, on a salué la liesse, d'accord, de toutes ces femmes, de toutes ces braves femmes qui ont apprécié avoir ces places-là. Et aujourd'hui, à l'Assemblée, par exemple, quand vous voyez, il y a 28 femmes, ce qui veut dire que s'il n'y avait pas eu ces 24 sièges réservés exclusivement aux femmes, on n'aurait pas eu cette tendance que nous avons aujourd'hui, cette configuration que nous avons aujourd'hui. Donc, du coup, il se pose encore un devoir de mémoire. Cette problématique qui a fait que nous sommes là ce matin, d'accord? Pour dire quoi? L'égalité des droits des femmes, comme l'a dit tout à l'heure ma consoeur, ma collègue, ça ne date pas d'aujourd'hui. Et les grandes nations qui ont initié la question, eu égard aux discriminations, à cette inégalité, à cette injustice, j'allais dire, constatée dans le rang des femmes, cela remontait en 1700. En 1700, plus précisément, je crois, en 1789, où la première déclaration, c'est-à-dire la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, a fait son apparition. D'accord? Et vous imaginez, 2 ans après, Olympe de Gouges, ok, une philosophe, brave philosophe en son temps, s'est levée pour dire que, mais non, tout semble présager que vous avez érigé ces droits-là que pour une partie de la population. Et nous, en tant que femmes, qu'est-ce que vous faites de nous autres? Alors, 2 ans après, c'est-à-dire en 1791, elle aura sorti la déclaration des droits des femmes et de la citoyenne. Vous voyez, et tout ça se passait au XVIIe siècle. Plus loin, et là j'atterris ici, chez nous au Bénin, nous allons saluer la brave Amazone, celle que nous connaissons tous, celle-là qui a donné naissance au corps des Amazones au Bénin, la reine Tassi Hangbe. En 1708, c'est-à-dire, oui, 1708, c'est-à-dire de 1708 à 1711, elle a siégé sur le trône de Régua David. Et vous imaginez, on va dire que c'est avec ruse, pas la ruse, qu'elle a siégé. Comment? Tout simplement parce que son frère jumeau, Akaba étant roi, vous imaginez, conduisait des batailles, mais pendant cette période-là, il décéda. Je sais qu'on ne dit pas que le roi est mort.
les téléspectateurs vont m'excuser. D'accord? Donc, du coup, suite à ça, il ne faut pas démobiliser la troupe. Elle s'est donc déguisée. Elle s'est déguisée en son frère et est allée à la bataille. Bataille qu'ils ont remportée d'ailleurs. C'est une bataille qu'elle a remportée. Et c'est au retour seulement qu'elle s'est identifiée, elle s'est découverte pour dire, eh bien voilà, mon frère était décédé et du coup, pour ne pas vous démobiliser, je me suis déguisée en sa personne et voilà, nous avons remporté. Ce qui lui a valu justement ces 3 années qu'elle a fait. Mais ce pan de l'histoire de notre pays a été occulté jusqu'à dernièrement. Qu'on a commencé par parler de là. Et du coup, je profite encore de l'occasion pour saluer son Excellence, le président Talon, d'accord, qui a érigé cette statue en souvenir de ces braves femmes, d'accord, qui ont mené cette bataille dure dans notre pays pour aujourd'hui nous permettre d'avoir ces références-là et occuper, c'est-à-dire les places que nous sommes en train d'avoir aujourd'hui, même si ce n'est pas encore ce que nous voulons. Donc, voilà. Alors, les instances de prise de décision, ce ne sont pas seulement les postes politiques, évidemment, ce sont des postes politiques, mais c'est également l'administration. Dans l'administration publique, aujourd'hui au Bénin, il y a des femmes, mais elles sont environ 9%. C'est qu'il y a toujours un problème à régler. Alors, selon vous, qu'est-ce qui empêche les femmes d'atteindre cet objectif, d'être un peu plus à l'avant dans les instances de prise de décision? Vous savez, les stéréotypes jouent pour beaucoup. Les stéréotypes dus au système patriarcal. Vous savez, j'ai l'habitude d'évoquer le système patriarcal, non pas pour jeter de l'opprobre sur cela, d'accord? Mais c'est les déviances que cela comporte que nous sommes en train de relever, que je suis en train de relever, ok? Donc du coup, il y a ça. Il y a l'inégal accès des filles à l'instruction, à l'éducation. Il y a cette manière-là de formater la fille pour lui dire, toi, ta place, c'est à la maison, c'est derrière les fourneaux, et non au devant de la scène, et non en train de prendre des décisions pour ta propre vie. Et ce qui fait que les filles, les femmes ont de la peine à s'assumer, à montrer de la confiance en soi, à se positionner. Et même alors, quand on leur donne le pouvoir, heureusement que c'est en train d'être corrigé, elles ont de la peine à manifester ce pouvoir-là. Encore que nos frères, nos époux, nos enfants, les hommes sont là, toujours pour leur rappeler que, ah non, ici, c'est toujours le foyer. Même quand bien même nous sommes sur la sphère publique, c'est toujours un peu comme au foyer, un peu comme dans la famille pour dire que, ah non, tu n'as pas à manifester un peu trop d'autorité. L'autorité, c'est nous les hommes. Donc du coup, tout ça fait que les femmes n'ont pas accès, c'est-à-dire ne sont pas épanouies dans la vie publique, dans la vie politique et pourquoi pas, même au niveau des foyers. Voilà ce que je pourrais dire. Alors, Madame Kenom, c'est vrai que les femmes ont toujours été à l'école, mais jusqu'à un passé récent, il n'y avait pas suffisamment de femmes, il n'y avait pas autant de filles à l'école que les garçons, voilà, devenus aujourd'hui les hommes. Est-ce que, selon vous, cela a également contribué à ce taux, un tant soit peu défavorable, ou un taux faible, ce taux faible-là, des femmes instruites, des femmes scolarisées, des femmes à même de prendre des décisions aujourd'hui dans l'administration, de travailler, de gagner leur vie autant que les hommes dans l'administration publique aujourd'hui? Lorsqu'on évoque la faible présence des femmes dans l'administration publique, je retourne un peu en arrière pour me demander comment est-ce qu'on accède à l'administration publique. Il y a 2 voies, la voie des concours, mais également la voie des nominations. Est-ce que au concours, le nombre de candidats qui se présentent pour le recrutement aux divers postes de la fonction publique est généralement pour les femmes moins élevé que pour les hommes? Je n'ai pas les statistiques. Est-ce qu'au poste nominatif dans l'administration publique, il y a plus
d'hommes que de femmes. Je ne le cache pas, je suis membre du cabinet du ministre des Affaires sociales et de la microfinance, le professeur Véronique Toinfodé. Mais dans son cabinet, nous sommes beaucoup de femmes. Et je puis vous dire que nous nous battons à ses côtés pour tenir la dragée haute. Elle-même, elle est une femme. Et elle se bat. Et pour quelqu'un comme moi qui a eu la chance de la voir travailler avant qu'elle n'ait été nommée ministre, mais vous la voyez sortir de garde à Lomel là, quand elle était encore là, elle avait toujours, vous sentez que c'est quelqu'un qui n'a pas fermé les yeux de la nuit. Et donc au travail, elle ne s'est jamais comportée comme une femme, une bonne femme quoi, qui va dire bon, moi je fais le minimum et tout. Je voudrais dire qu'au-delà de tout, la présence des femmes dans les instances de prise de décision, que ce soit l'administration, que ce soit les partis politiques, que ce soit dans les institutions de la République ou ailleurs, la présence des femmes est d'abord tributaire de leur niveau d'instruction. Et c'est pour cela que je voudrais déjà demander aux parents d'accompagner le gouvernement de son Excellence le Président Patrice Talon dans ses efforts pour envoyer, non seulement envoyer les filles à l'école, mais également pour les y maintenir. Parce que l'école a vocation d'éveiller. L'école éveille. Si vous et moi n'avions pas été à l'école, certes, nous serions dotés d'une bonne dose d'intelligence, mais peut-être que nous n'aurions pas pu faire preuve d'un certain courage pour affronter certaines situations. Je ne vois pas quel homme va me rappeler au travail que je suis une femme. Je ne vois pas. Ou que ma place au travail, à compétence égale, je m'évertuerai à le dépasser. Ça c'est clair. À compétence égale, je m'évertuerai à le dépasser si nous nous retrouvons au même poste. Parce que je vais toujours m'employer à bien faire mon travail. Avec toute la conscience professionnelle, avec la loyauté, avec le courage, avec la foi, avec l'abnégation qu'il faut. Il est vrai qu'on rencontre parfois dans le monde du travail des hommes qui, dès le départ, veulent vous intimider pour vous donner l'impression qu'ils sont supérieurs à vous. Il nous appartient, nous femmes, d'aller au travail, non pas en ayant en tête que nous sommes des femmes faites pour entretenir mari, enfants et autres. C'est vrai que la société nous a conféré ce rôle-là et que parce que nous sommes intellectuels, nous n'y dérogeons pas. Mais de la même manière, nous devons être fortes, mentalement fortes et affronter les défis qui se posent à nous aux différents postes de responsabilité qu'on nous confie et de montrer même que nous pouvons plus. Si nous le faisons, aucun homme ne pourra venir nous traiter de haut parce que nous sommes des femmes. Et je voudrais exhorter les femmes à être fortes. Dans les rédactions, il y a un fait que j'ai eu à constater quand j'étais à 100% présente à la rédaction. Je dis à 100% parce que depuis un certain nombre d'années, je ne suis pas à 100% présente. Mais il fut un moment pendant plus de 15 ans où j'ai été présente à la rédaction, presse écrite et à la radio. Qu'est-ce que j'ai constaté? Lorsqu'il arrivait des sujets difficiles, mes soeurs, la plupart du temps, commençaient par se mettre en arrière. Dans le temps, avec les moyens qui n'étaient pas évolués, nous couvrions les élections jusqu'à la proclamation des résultats à la Sénat. Je me souviens que la Sénat sous le président Soulé Agbetou, j'ai dormi à la Sénat. En fait, on n'a pas dormi, hein. On s'est assis sur des bancs et la nuit. On a passé la nuit. J'étais l'une des rares femmes parmi les équipes de reportage qui étaient présentes.
Dès qu'il s'est agi de programmer, j'ai dit, Red Chef, mettez-moi dessus. Je ne vais pas fuir parce que je suis une femme. Je m'organise et je m'entends avec mon conjoint et j'y vais. Et je travaille dans les mêmes conditions que les hommes. Et attention, qu'on ne dise pas qu'on ne va pas me confier tel ou tel sujet de reportage parce que je suis une femme. Qu'on ne me dise pas que je ne peux pas animer un débat politique ou que je ne peux pas aller sur un plateau de radio ou de télévision où on invite les confrères sur les émissions politiques parce que je suis une femme. Je ne vais pas tenir les rubriques faites de société, cuisine, culture et autres seulement parce que je suis une femme. Je veux animer toutes les rubriques sans distinction aucune. Il nous faut donc nous imposer pour faire face aux stéréotypes de notre société. Et même les parents, vous entendez dire, enfants, nous on mérite vos patins. Et non, vos filles et vos garçons sont égaux. Même dans les tâches ménagères, quand il m'arrive de rendre visite à des ménages et que je vois que le petit garçon est au salon en train de réviser ses cours et que maman demande à la petite fille de venir l'aider, je dis non. Maman, demande au petit garçon le temps de t'aider ici, de fermer son cahier. Et il se met à côté de la petite fille. Chez moi, garçons, mes enfants, garçons et filles font les ménages sur un même pied d'égalité. Je pense que l'exercice de l'égalité doit commencer dans nos maisons. Et c'est encore nous, maman. On parle de présence des femmes dans les instances, dans les sphères de prise de décision. Mais la première instance de prise de décision, c'est le foyer. Et c'est nous, maman, qui régnons sur les foyers. Ça veut dire que si nous voulons inverser la tendance et que nous commençons à la maison, amen, nous irons très loin. À mon avis, c'est bien possible, mais il n'est pas rare d'entendre des patrons, des chefs d'entreprise dire ma fille ne va pas diriger mon entreprise parce qu'elle va plus tard rejoindre son époux. Moi, je ne vais pas poser cette question-là. Les femmes agents actives sont majoritairement représentées dans les secteurs de l'éducation, 23%, dans la diplomatie et la fonction publique, 13%, dans la justice, santé et affaires sociales, 11%, dans le secteur de l'énergie. Voilà. La politique, alors, on trouve évidemment des femmes, mais elles ne sont pas aussi importantes. Tout porte à croire bien, que la politique est la chasse gardée des hommes en général. Oui, effectivement, le monde politique reste le précaré des hommes. C'est vrai. Mais je voudrais nous demander à nous-mêmes, femmes, de nous regarder dans le miroir, dans notre propre miroir, pour nous demander qu'est-ce que nous amenons en politique. Qu'est-ce que nous amenons dans la sphère politique? Je vais partager avec vous un constat amer et difficile à digérer pour moi-même. Vous voyez des femmes qui viennent en politique et tout le temps c'est des, comment on appelle ça? C'est des selfies. On fait des selfies, on va faire make-up et on fait des poses de vue, et c'est ça qu'on met en relief sur les réseaux sociaux. Et en bas, vous voyez de petits messages qui ne disent pratiquement rien sur la personne. J'en ai encore vu il y a quelques semaines. Je dis, mais ça là, non, personnellement, non, mais excusez-moi. Personnellement, j'ai un problème avec ça. Et je me dis que tant que nous, femmes, nous allons prétendre exercer nos droits de participation politique au même titre que les hommes et que nous allons venir vendre notre charme en politique, d'abord, personne n'est là pour acheter. Et secondo, nous nous détournons de l'essentiel. Nous avons ce problème. Osons nous le dire. Femme en politique, ce n'est pas selfie à longueur de journée. Femme en politique, ce n'est pas des discours creux à longueur de journée. Femme en politique, nous venons au même titre que les hommes apprendre la chose politique. Et donc, les partis politiques doivent développer les écoles pour permettre aux femmes, aux jeunes surtout, d'aller à l'apprentissage de la chose politique. Sinon, si nous venons vendre notre beauté physique en politique, nous allons donner l'impression que les femmes n'ont pas évolué
dans les mentalités. Et deux, personne n'achètera parce que les hommes, même quand ils viennent là, en politique, rien n'est offert. C'est un marché sur lequel vous venez vendre vos compétences, votre savoir-faire, votre capacité de mobilisation, de leadership et autres. Et vous êtes en libre concurrence avec d'autres pour être positionnés, etc., etc. C'est vrai que souvent sur la sphère politique, les femmes, quand bien même, elles désirent se faire valoir, parce qu'il y en a beaucoup aussi qui sont, je me permets de les appeler des femmes cérébrales. Elles ont quelque chose dans la tête. Tout à fait. Vous voyez qu'elles ne sont pas venues faire blim blim. Elles sont là pour apporter quelque chose. Ces femmes-là, Rosine Soglo, parfois, oui, Rosine Soglo et bien d'autres, mais parfois elles n'ont pas les moyens de leurs ambitions. Parce que même pour faire de petites meetings, de réunions de quartier, il faut avoir un minimum pour déplacer les gens. Quand les gens finissent de vous écouter, il y a un minimum pour les recevoir. Quoi qu'on dise, nous sommes dans une culture donnée. Et chez nous, il faut pouvoir faire certains pas. C'est ce qu'on appelle dans le jargon habituel le yéi, le savoir-faire. Et dans les règles de savoir-faire, il y a énormément de choses. Vous voyez donc parfois la faible capacité financière et économique des femmes les relègue à l'arrière-plan. Mais je commence déjà par nous dire à nous-mêmes femmes, oublions notre féminité quand nous entrons en politique pour que, excusez-moi des terre à terre, pour que les hommes nous prennent au sérieux. Venons sur la place politique, venons dans la sphère publique, non pas en venant montrer nos atouts féminins, mais en montrant que nous sommes capables de tenir au même titre qu'eux sans être en concurrence avec eux. Quand bien même, en politique, rien n'est offert, tout se mérite. Madame Maïté, la politique chasse gardée des hommes, est-ce bien votre avis également? Est-ce plus difficile pour la femme d'être acteur politique que pour un homme d'être acteur politique? Eh bien évidemment, c'est plus compliqué pour la femme. Je reviens pour dire que ma consoeur, elle a émis beaucoup d'idées, c'est vrai. Vous savez, la première chose qui fait défaut à la femme, c'est déjà ce complexe-là qu'elle a de ne pas s'instruire suffisamment, de ne pas se documenter suffisamment, de ne pas comprendre, appréhender ce que c'est que ce vers quoi ou ce à quoi elle aspire, là où elle veut, le milieu dans lequel elle veut plonger. Voyez-vous? Et donc, du coup, on y va se disant, bon, ok, d'accord, je ne suis pas suffisamment préparée, mais comme elle a dit, je mettrai peut-être en avant mes atouts. Non. Mais vous y allez sachante. Vous y allez vous disant, je suis une femme, je peux être élégante, je peux avoir tous les attributs de la bonne femme, mais je me mets dans la tête que j'ai un mental d'homme. Et il ne suffit pas qu'un garçon ou un homme vous fasse un petit compliment et que vous commenciez par aller jusqu'au... D'accord? Non. Vous prenez ça comme il se doit, gentiment, respectueusement, mais vous avancez parce que vous n'êtes pas là pour prendre les compliments. D'accord? Nous sommes là pour discuter politique, pour parler du développement, pour donner, c'est-à-dire pour apporter chacun ou chacune, c'est-à-dire apporter chacun et chacune sa pierre à l'édifice de la construction de notre pays. Donc voilà ce qu'il est. En plus de ça, il y a, comme elle a dit, Madame Kenom, la dépendance financière, c'est-à-dire ce manque, ce moyen-là qui nous manque. Quand on dit l'argent, c'est le nerf de la guerre. Quand vous n'avez pas, il est clair que vous ne pouvez pas avancer. Et donc, du coup... Heureusement, aujourd'hui, les partis politiques, en tout cas ceux qui le méritent, sont financés par l'État. Ce problème ne devrait plus... Et qu'est-ce que vous appelez ceux qui le méritent? Qu'est-ce que vous appelez ceux qui le méritent? Nous, par exemple, à l'UDBN, nous n'avons pas reçu. Est-ce que c'est parce que nous ne sommes pas un parti politique comme il se doit? Nous sommes un parti politique comme il se doit. Mais c'est vrai qu'on nous demande une certaine capacité de mobilisation. On ne nous connaît pas suffisamment. Nous reconnaissons cela. Vous voyez un peu? Mais ça ne veut pas dire que nous n'avons pas les têtes pensantes, que nous n'avons pas les leaders, que nous n'avons pas les compétences qu'il faut en notre sein. Ils sont là, on est là, je suis là.
Ma présidente, elle est là, nous sommes là. Vous comprenez? Donc, du coup, nous sommes là. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, écoutez, l'avenir nous dira le reste. Maintenant, non, je pense que je vais m'en arrêter là. Sinon je risque. Alors, parlons à présent de la loi sur la discrimination. En attendant, les contraintes. On a quand même énormément de contraintes. Je vais juste aborder un peu la question. La femme ne sort jamais de la maison le matin comme l'homme sort de la maison. Je m'amuse souvent à le dire. Quand la femme se réveille, elle fait d'abord à manger aux enfants. Quand les enfants sont à bas âge, généralement moins de 10 ans, elle leur fait prendre leur bain. Elle va jusqu'à les habiller. Elle met dans le sac des enfants des plus petits le goûter qu'ils prendront à l'école. Elle va jusqu'à mettre l'eau dans la gourde pour les enfants. C'est énormément de tâches qu'elle accomplit avant de sortir. Quand elle quitte le marché ou bien le travail, quel que soit le secteur d'activité, elle peut faire un saut encore par le marché parce que le repas du soir, il faudrait qu'elle assure, etc., etc. Les femmes n'arrivent pas à rester dans la nuit. Or, les hommes, et l'expérience a montré que dans certaines formations politiques dans ce pays, les décisions, cela se passait avant. Je ne sais pas si cela a encore cours, parce que je suis, il est vrai, militante d'un parti politique, mais je ne suis pas dans les petites sphères de prise de décision. Donc, je ne sais vraiment pas ce qui se passe là-bas. Mais les grandes décisions se prennent la nuit. Les grandes décisions se prenaient, ne dites pas la nuit, dans la nuit profonde. Au moment où les femmes sont déjà rentrées s'occuper de leur mari et de leurs enfants. C'est fait à dessein, justement. Exactement. Pour empêcher, justement, c'est ça. Pour les exclure. Ouais. C'est une violation du principe d'égalité entre l'homme et la femme. Maintenant, vous parliez de la loi sur la discrimination positive, cette loi qui a déjà fait parler d'elle en début d'année avec les élections législatives, vous le mentionniez tantôt, 28 femmes à l'Assemblée nationale, 9e législature. Eh bien, pourquoi cette loi sur la discrimination positive est limitée à la date d'aujourd'hui à l'Assemblée nationale? Pourquoi ne pas avoir, ne pas élargir, ne pas faire en sorte que cette loi sur la discrimination positive soit étendue dans les autres institutions ailleurs, et bien dans les instances de prise de décision de notre pays, Madame Quedam? Vous savez qu'il y a d'éminents hauts cadres, hommes de ce pays, qui sont contre la discrimination positive en politique? Bien évidemment, ils ne peuvent pas l'accepter. Exactement. Il y en a beaucoup qui sont contre. J'ai fait parfois des débats jusqu'à un moment donné, comme on le dit, je n'avais même plus de salive dans la bouche sur ça. Je vais commencer par dire que le président Patrice Talon est courageux. Il faut saluer son courage. Vous savez pourquoi je dis ça? La prise de cette loi est l'aboutissement d'un long processus qui a commencé en 1990 avec la ratification par le Bénin de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. La CEDEF, que le Parlement béninois a ratifié, si j'ai bonne mémoire, le 13 mars 1991. Si j'ai bonne mémoire. Maintenant, il a fallu, déjà dans la CEDEF, dans cette convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, en ratifiant cette convention, le Bénin s'est engagé à promouvoir et à appliquer la discrimination positive dans tous les domaines où subsistent des inégalités. Que ce soit inégalité entre hommes-femmes, que ce soit inégalité entre ethnies, que ce soit inégalité sous d'autres formes. Le Bénin, donc, à l'instar de tous les autres États partis, ont pris cet engagement de faire en sorte que les inégalités disparaissent en agissant sur leurs lois. Et donc, il a fallu pratiquement 30 ans après, en 2019, pour que le chef de l'État, Patrice Talon, dise cet engagement qui a été pris à l'international par le Bénin il y a bientôt 30 ans là. Il faudrait maintenant qu'on le concrétise. C'est donc là que
la réforme de la Constitution qui est intervenue entre-temps a retouché à l'article 26 de la Constitution qui se trouve être le siège de l'égalité. En retouchant à cet article, le constituant a dit « Nous maintenons et réaffirmons le principe d'égalité consacré déjà en 1990 entre hommes et femmes. » Mais le constituant a ajouté une portion de phrase qui dit « Toutefois, le législateur peut prendre des lois pour accroître la représentation du peuple par les femmes. » Et c'est fort de cette disposition qui a été mise dans la Constitution que le législateur de 2019, au niveau du Code électoral, a introduit au niveau de l'article 144 le principe de la discrimination positive, qui est tout à fait légal et qui n'est pas un principe qui viole le principe d'égalité, mais qui plutôt vient renforcer l'égalité entre hommes et femmes. Et donc ceux qui disent que la discrimination positive est une faveur aux femmes, ce n'est pas vrai. D'accord. Ensuite, fort de cela, le législateur, le constituant lui a déjà dit qu'il peut accroître la représentation du peuple par les femmes. Mais le constituant ne lui a pas dit, n'a pas dit au législateur, pour accroître la représentation du peuple par les femmes, voilà ce que tu dois faire. Il faut rappeler que l'exécutif et le législatif ont concurremment l'initiative des lois au regard des dispositions de la Constitution. Et donc, les députés ont dit, nous choisissons de faire ce que suggère ou ce que prescrit le constituant en choisissant le mécanisme des sièges réservés. Le Rwanda l'a fait, l'Ouganda l'a fait par le passé, d'autres pays ont fait. Nous-mêmes, donc, on va faire les sièges réservés et nous décidons de faire un siège réservé par circonscription électorale. Moi, je me suis demandé, pour vous rejoindre, pourquoi ils n'ont pas dit nous faisons 2 sièges réservés sur chacune des circonscriptions électorales. Ils avaient dit 2, on serait à 48 femmes députées au moins. Mais ils ont quand même le mérite d'avoir porté le nombre de députés de 83 à 109, oui, en tenant compte de l'accroissement et de la densité de la population dans certaines circonscriptions électorales comme Calavi et autres. Mais ils ont dit une femme par circonscription électorale et autre chose. Pourquoi ils n'ont pas dit nous faisons obligation aux partis politiques de positionner en tête de liste dans chaque circonscription électorale une femme? S'ils avaient dit ça, en plus du dernier siège, vous voyez ce que ça aurait donné. Ça aurait vraiment donné quelque chose d'extraordinaire. Parce qu'on a vu, parce qu'il y avait le siège réservé, beaucoup de certains partis politiques, que je ne voudrais pas nommer, ont dit, bon, les femmes ont déjà le siège réservé, hein, pour les autres là. Alors que le législateur a dit que, indépendamment du siège réservé, les hommes et les femmes doivent être positionnés de manière égale sur les listes. Mais ils ne l'ont pas fait. Hein. Ils ne l'ont pas fait. Il y a eu quelques rappositionnements et pas de femmes. Et ils ont bombardé les hommes tête de liste, évidemment. Sur le terrain politique, ils ont pris une grande longueur d'avance sur les femmes. Vous voyez un peu. Donc, quelque part, il serait bien que le chef de l'État leur marque un coup en disant « Ok, le législateur vous a donné la possibilité de positionner les femmes et la plupart d'entre vous, vous avez mis les femmes sur les derniers sièges réservés et vous n'avez même pas daigné par élégance les mettre tête de liste un peu partout et tout. Bon, moi je décide que dans mon prochain gouvernement, il y a 30-40% de femmes. Il peut le faire pour leur montrer encore le chemin. Ce n'est pas tard. Il peut aussi décider qu'il y ait des quotas de femmes dans les recrutements, dans l'administration publique. Bien sûr, au regard et en vertu
de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes que le Bénin a ratifié. Ça peut se faire. Maintenant, au législateur, on va poser quand même une question. Honorable législateur, vous vous êtes arrêté au siège réservé aux 24. Et puis vous dites qu'on aura au moins 24 femmes. Effectivement, on a 28 femmes aujourd'hui à l'Assemblée. Mais, honorable législateur, si vous pouviez aller plus loin, non seulement pour les législatives en mettant le nombre de sièges réservés à 2, si vous pouviez faire extension des quotas par ce mécanisme de sièges réservés au municipal, au communal, au local, et pourquoi pas, on va interroger à nouveau le constituant pour lui dire, mais constituant, pour les élections présidentielles, exigez 50% de candidatures féminines, 50% de candidatures masculines. C'est possible. Il y a des femmes qui ont eu suffisamment d'ambition pour oser dire, je veux diriger le Bénin. Et donc, en fait, la CEDEF nous donne la possibilité, si le constituant le décide, si le législateur le décide, d'accroître la présence des femmes. Maintenant, beaucoup vont se lever pour dire que c'est de la faveur faite aux femmes. C'est pour cela que nous, femmes aussi, il nous faut nous battre de façon infatigable. Je sais que ce n'est pas facile pour nous, femmes aux 1000 bras que nous sommes, mais il nous faut nous battre. Et surtout, pour celles qui ont des maris qui sont réticents, leur parler. Parce qu'il y a toujours des gens qui chuchotent dans les oreilles de nos maris en ville. Est-ce que la femme là te respecte à la maison? Elle qui vient parler à la télé là. Moi, non, mais permettez-moi de vous dire, mon mari me l'a dit. Il dit, ah, j'ai des amis. Qui m'en excuse, hein, les amis de mon mari qui me suivent en ce moment-là. Ben, ils se reconnaîtront. Ils se reconnaissent déjà. Ils disent, mais ta femme là, vraiment, elle va sur les écrans de télé, elle parle, elle défend de grandes idées, mais est-ce qu'avec ça là, elle te respecte à la maison? Et je dis à mon mari, mais qu'est-ce que toi tu leur réponds? Il dit, oh, je leur dis, ma femme, elle est adorable. Elle est comme toutes les femmes béninoises. Elle s'occupe des enfants. Rien ne manque aux enfants. Les enfants mangent à l'heure. Même moi-même, tout est OK dans la maison. Même le ménage. Si vous voyez Evelyne en train de faire le ménage à la maison, vous ne saurez pas que c'est la femme intellectuelle que vous voyez dans cette posture d'intellectuelle, par exemple, sur les écrans et tout. D'ailleurs, regardez-la bien. Elle incarne très bien la femme béninoise de par sa tenue, de par sa retenue, de par sa posture. Et je dis, mais quand tu finis de dire ça, ils disent quoi? Ils disent non, ils ne disent plus rien. Souvent, ils sourient et se grattent la tête. Alors, c'est à nos hommes, c'est à nos époux, n'est-ce pas, de nous aider dans ce sens-là, de nous permettre eh bien, d'atteindre l'objectif. Les femmes et la discrimination positive, c'est déjà une réalité eh bien, à l'Assemblée nationale. Est-ce que nous devons baisser les bras pour autant? Est-ce que c'est suffisant, Madame Haïté? Non. La discrimination, cette discrimination positive ne suffit pas pour dire que nous avons atteint nos objectifs, sinon notre objectif. Pour dire tout simplement que nous voulons aller à 50% de représentativité des femmes à tout niveau, à tous les niveaux. Nous voulons aller même au-delà de ça, puisque nous faisons plus de la moitié de la population. Donc nous voudrions bien pouvoir aller au-delà de ça. Mais déjà, nous commençons avec les 50%. Dame Nature fera le reste. Comme je le disais tantôt, il faut que les femmes puissent montrer ce dont elles sont capables en termes de savoir, de compétences, de leadership et tout ça. Il faut qu'elles sachent prendre la parole, c'est-à-dire défendre les intérêts comme il se doit, au même titre, au même rang que les hommes. Mais toujours avec notre classe, notre finesse, le sens des vertus, de l'éthique que nous avons. Et tout le monde sait que quand on donne le pouvoir à la femme gère mieux. Nous avons ce crédit-là, il y a ça là qui nous est accordé. Dame Nature nous l'a accordé et nous manifestons ça brillamment. Alors pourquoi ne pas composer avec les femmes?
En tout cas, composons avec les femmes. Permettons aux femmes de s'épanouir. Laissons la place qui revient de droit, d'accord, naturellement, aux femmes de prendre leurs femmes. Et vous allez voir comment les choses vont changer. Alors, nous avons déjà l'Institut national des femmes. C'est une bonne chose pour les femmes. Mais de ces femmes leaders qui travaillent tous les jours, qui rêvent grand, qui sont en mesure de gérer aussi bien et mieux que les hommes, vous venez de le dire, il y en a qui souhaitent, qui rêvent eh bien d'institutions au Bénin pour la femme, gérées par la femme, essentiellement 100% pour la femme. Est-ce que vous pensez que ces femmes-là peuvent un jour réaliser leur rêve? Oui, pourquoi pas? C'est possible, il est bien de rêver, d'accord? Et ça ne va pas demeurer qu'un rêve. Nous avons déjà l'Institut national de la femme qui est là. Et cela ne s'est pas fait tout simplement, enfin, c'est-à-dire, je veux dire tout simplement que nous aurons cet Institut de la femme pour permettre aux femmes de prendre à cœur, c'est-à-dire de défendre leurs propres intérêts. Qui mieux que la femme peut défendre, peut parler d'elle-même? Nos intérêts, ce que nous voulons, il n'y a que nous qui puissions véritablement, c'est-à-dire défendre cela, répondre de ça. Maintenant, est-ce que dans un état de droit comme le nôtre, où nous voulons l'égalité de droit entre hommes et la femme, c'est vrai, nous savons que les femmes au départ ont toujours été lésées, ce qui a fait qu'on veut corriger cela maintenant, d'accord? Mais si, à cette allure-là, on crée un institut, j'allais dire, exclusivement pour la femme, est-ce que ça ne va pas faire peur, plus peur à nos hommes que ce qu'il en est déjà? Parce qu'avec ce qui se passe déjà, ils se disent, mais écoutez, l'article 26 de la Constitution, ce que ça dit, cette discrimination positive à travers l'article 144 du Code électoral, ce que ça dit, mais nos hommes se disent, mais écoutez, limite, vous voulez reproduire le schéma de l'Occident ou bien des États-Unis où on ne peut même plus siffler. C'est-à-dire, on ne peut même plus blaguer avec les femmes. Du coup, moi, je souhaiterais que nous y allions en l'État, mais tout simplement respecter le principe d'égalité des droits et d'étendre, c'est-à-dire de faire respecter les 50% de nos droits au niveau de l'administration, partout, au niveau des instances de prise de... Comme l'a dit ma collègue, Madame Kenom, il faut que cela, les 50%, puisse devenir une réalité. C'est-à-dire, on ne nous discute pas ça. Nous sommes là, nous n'allons pas nous excuser de rester à côté des hommes, non, mais nous allons prendre, c'est-à-dire, nous allons prendre la place qui est notre au sein de la société, aussi simplement que les hommes sont et ils évoluent librement, en confiance. Nous voulons également acquérir cette confiance-là et nous sentir pleinement femmes. Alors, Madame Kenom, vous avez suivi Ariane Haïté à Savedo. Elle pense eh bien, qu'une institution pour la femme prévue par la Constitution béninoise fera peur aux hommes. Est-ce bien votre avis également? Pour ma part, je pense que l'égalité formelle ayant été consacrée depuis la loi fondamentale jusqu'aux lois législatives, il ne va pas falloir brusquer les choses. Tout doucement, notre pays va passer de l'égalité formelle à l'égalité réelle. Je n'ai pas de doute à cela. Je suggère juste, c'est ma conviction, que nous laissions les mentalités évoluer à leur rythme, tout en donnant un coup d'impulsion légère par moment. Pourquoi je le dis? L'Institut national de la femme, qui existait déjà sous l'appellation Institut de la femme, certes prône et promeut les droits de la femme, mais pour ce que je vois dans le concret, parce que par le ministère des Affaires sociales et de la microfinance, où je sers aujourd'hui aux côtés de Madame la ministre Véronique Toinfodé, par le truchement donc du ministère, il y a beaucoup de dossiers qui vont du côté de l'INF. Et c'est des dossiers d'hommes et de femmes. C'est des dossiers également de garçons et de filles. Il y a également des dossiers qui vont au niveau de la commission
béninoise des droits de l'homme, il faut simplement laisser les choses évoluer comme ça, sans vouloir forcément mettre quelque chose dans la Constitution. Sinon, les hommes auront peur de nous. Ils vont dire qu'à l'adepte des... Vous savez, on dit, les sociaux ou locaux. Si on nous donne la petite rage que détiennent souvent les adeptes de Rebioso à leur sortie, que nous allons vouloir abattre des Iroquois, qui sont des arbres multicentenaires. Donc, pour ce que nous avons là, je pense que ça peut aller côté promotion, protection de la femme, en plus de toute la volonté que le chef de l'État a montrée en promulguant 3 lois successivement pour la protection et la promotion de la femme. Nous sommes en train de finir cette émission, mais avant de partir, Ariane Haïté Savedo, quel est votre mot de fin? Aujourd'hui, la femme dans les instances de prise de décision au Bénin, à la date d'aujourd'hui, c'est quoi la leçon à retenir? C'est quoi ce que les femmes doivent retenir aujourd'hui? C'est quoi le combat que les femmes doivent continuer de mener pour avoir de meilleurs résultats? Alors, merci. Vous savez, j'inviterai tout simplement mes consoeurs à plus d'affirmation, à plus d'acquisition de compétences. Ok? J'inviterai tout simplement mes sœurs à plus d'engagement militant. Ne pas avoir peur, ne plus avoir peur. Plus de détermination. Je les inviterai à faire fi parfois de ce que, sinon de l'imposition de l'homme, pour dire tu n'iras pas en politique, tu n'iras pas faire la politique parce que nous savons ce que la politique revêt. Vous savez, je me connais en tant que femme, je connais mes limites, je connais ce que je porte en termes de valeurs. Donc du coup, je vais en politique sachante. Donc j'inviterai mes sœurs à se forger ce mental-là et faire preuve d'assez de vertu. Comme ça, nos hommes auront plus de facilité à nous laisser y aller. Je vais exhorter alors les hommes maintenant à faire preuve de bonne foi. D'accord? Et les responsables politiques à positionner plus les femmes en tête de liste. Nous, au niveau de notre parti, on a positionné beaucoup de femmes tête de liste. Moi, dans la 15e, j'étais tête de liste. Donc, voilà un peu. Et voilà quoi. Merci. Madame Kulom, quel est votre mot de fin, les femmes dans les instances de prise de décision? Quels sont encore les combats à mener aujourd'hui pour y arriver? Je ne vais pas parler de combat, mais je vais parler plutôt de complémentarité. Je vais exhorter les hommes, qu'ils soient dans la posture de père, d'époux, de frère ou autre, d'épauler les femmes, parce que l'homme et la femme sont complémentaires. L'homme est un pôle de l'humanité, la femme est l'autre pôle de l'humanité, et l'un ne peut pas prospérer sans l'autre. Donc j'ai ce cri de cœur, ce plaidoyer-là à adresser aux hommes pour qu'ils épaulent, quel que soit leur niveau de responsabilité, depuis la cellule familiale jusqu'au plus haut sommet de l'État, que les hommes épaulent les femmes, leur autre moitié indispensable, mais remercier également le chef de l'État pour avoir éveillé la gente féminine. Le 31 juillet 2022, cela faisait 1 an hier, il dévoilait la géante statue de l'Amazone et à l'occasion, il a lancé un appel aux femmes béninoises en leur rappelant qu'elles sont, que ces Amazones nous ont engendrées, qu'elles sont aujourd'hui les descendantes des Amazones d'hier, qui étaient des femmes braves, qui étaient des femmes courageuses, des femmes combattantes. Et il a souhaité qu'à l'instar donc de nos ascendants, les Amazones, les Agodiers, nous puissions continuer à perpétuer ces valeurs-là. Ce sont ces valeurs-là que j'invite les femmes béninoises à perpétuer en mettant l'accent sur le travail et le travail bien fait.
Je vous dis merci. Je rappelle que vous êtes Evelyne Kenom, journaliste, juriste, chercheur à l'université d'Abomey-Calavi. Avec nous également dans ce studio, eh bien, Ariane Haïté Asavedo est socio-anthropologue et elle est juriste de famille. Merci à toutes les deux. C'est nous. Et chers téléspectateurs, vous nous avez suivi, les femmes dans les instances de prise de décision. Il y a de plus en plus de femmes, n'est-ce pas, dans les institutions. Aujourd'hui, elles sont à l'Assemblée, elles sont dans plusieurs autres institutions à la date d'aujourd'hui, avant la colonisation. Elles étaient nombreuses à avoir combattu aux côtés, n'est-ce pas, de nos guerriers, les rois de Dahomey d'alors. Aujourd'hui, elle continue de jouer ce rôle, même si après la période coloniale, il y a eu une chute, n'est-ce pas, du côté de la présence des femmes dans le monde des affaires, dans le monde politique, dans le monde, eh bien, dans les instances de prise de décision. Le défi est relevé depuis quelques années avec le gouvernement actuel qui prend tellement de dispositions, de mesures pour aider la femme à répondre un peu plus dans les instances de prise de décision. Nous disons merci d'avoir suivi ce plateau spécial dédié aux femmes à ce jour spécial 63e anniversaire de la cession du Bénin à la souveraineté nationale et internationale. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.